you? Fine. It is a good opportunity today. En archéologie, on parle de ce que l'on a découvert, ce que je viens de faire. On ne parle pas de ce que l'on va découvrir, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Alors nous sommes là cette fois-ci au Ramesséum. Alors Ramesséum, c'est le temple de Ramsès II. Alors le nom de Ramesséum, d'ailleurs peut-être il faut quand même le dire, hein, parce que pourquoi appelle-t-on ce temple le Ramesséum? Vous savez, ce temple a porté d'ailleurs plusieurs noms. Hein. Il était connu déjà dans l'Antiquité grecque, puisque les premiers voyageurs qui ont eu l'occasion de le parcourir ont été notamment Hécatée d'Abdère, donc qui a visité l'Égypte, et puis surtout Diodore de Sicile, qui est venu quelques temps plus tard, et qui nous a laissé d'ailleurs un long commentaire dans sa fameuse bibliothèque historique sur ce que lui appelait le tombeau d'Ozymandias. Le tombeau d'Ozymandias. Alors Ozymandias, finalement, c'est un petit peu, si vous voulez, une déformation grécisée du nom d'Ouzer-Matré, qui était le nom de couronnement de Ramsès II. Bon. Alors pendant un certain temps, voyez-vous, donc ce temple a été appelé le tombeau d'Ozymandias. Et il faut savoir que c'est intéressant quand même, parce que les premiers voyageurs occidentaux qui sont venus en Égypte, lorsqu'ils ont parcouru l'Égypte et qui sont venus jusqu'à Thèbes, bah évidemment avaient lu quand même les voyageurs grecs, hein, qui étaient venus avant eux, qui avaient découvert ce pays et qui avaient dit beaucoup d'informations d'ailleurs sur ce pays. Et c'est vrai que ces premiers voyageurs occidentaux ont été à la recherche évidemment de ces monuments. Diodore nous parlait d'un tombeau d'Ozymandias. Où est ce tombeau d'Ozymandias à Thèbes? Trouvé. Bon. Alors, ben, certains ont cru le voir dans Karnak, d'autres ont cru le voir dans le temple de Luxor, certains ont cru le voir d'ailleurs derrière les colosses de Memnon. Et finalement, il a fallu attendre l'expédition l'expédition française de Bonaparte, donc en 1798-1801, avec tous les savants qui l'accompagnaient. Et les savants qui accompagnaient Bonaparte étaient souvent des jeunes de qualité, qui avaient fait des études brillantes. Hein. Je pense notamment au jeune De Villiers, qui avait tout juste 18 ans lorsqu'il est arrivé en Égypte. C'était un des plus jeunes membres qui accompagnait Bonaparte. Il avait passé ses diplômes de polytechnicien au Caire, d'ailleurs avec Monge et Bonaparte, donc c'était assez étonnant. Et quand De Villiers est arrivé ici avec Jollois, en 1799, ils ont vu ce monument, et ils ont dit, mais ça, c'est le tombeau d'Ozymandias. C'est le tombeau d'Ozymandias de Diodore. Donc ils avaient en tête le texte finalement grec de Diodore de Sicile. Donc, ce qui montre vraiment la performance qu'avaient tous ces jeunes qui accompagnaient Bonaparte au moment de l'expédition. C'est des jeunes qui étaient très cultivés, qui avaient une culture fabuleuse. Bon. Et puis c'est vrai qu'ils ont dessiné ce monument, ils ont essayé d'en faire le plan, etc., le comparer à celui qu'avait pensé Diodore de Sicile lorsqu'il le décrivait. Ils sont arrivés à la confirmation en disant mais ça c'est vraiment le temple, c'est le tombeau d'Ozymandias de Diodore. Alors quelques temps plus tard, c'est Champollion et Rosellini qui arrivent ici. Alors Champollion-Rosellini, on est en 1828-1829, c'est la fameuse expédition franco-toscane, financée par le grand-duc de Toscane et notre roi Charles X. Ils arrivent là, Champollion qui avait lu bien sûr les éléments de la description de l'Égypte des savants de Bonaparte, confirme. Nous sommes bien ici devant le tombeau d'Ozymandias. Et pour Champollion, ça ne faisait plus aucun doute non plus. Mais c'est Champollion qui va lui donner ce nom de Ramesséum.
Parce que voyant le nom de Ramsès écrit sur tous les éléments de l'architecture, les colonnes, les piliers, les parois, on a fait le monument de Ramsès, c'est-à-dire le Ramesséum. Et c'est ce nom qui lui est resté depuis, finalement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Ramesséum. Alors dans l'Antiquité, bien sûr, à l'époque de Ramsès II, c'était le château d'Ouzer-Matré Setepenré qui s'unit à Thèbes, la cité. Voilà, c'était le nom de ce monument à l'époque de Ramsès II. Donc c'était un château de millions d'années, comme le temple de Ramsès III qu'on a vu tout à l'heure. Alors on va descendre dans la première cour. Pour y accéder, vous allez voir, c'est un petit escalier. ازيك يا مصطفى اخبارك ايه؟ انت فين؟ كويس؟ تمام كلام؟ اخبارك ايه؟ انا انت كنت مش موجود المره اللي فاتت ها؟ Alors voilà, alors évidemment, par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure à Ramsès III, sachez que là vous êtes dans la première cour du temple de Ramsès II. Hein? Alors évidemment, comme vous le voyez, le constatez, un certain nombre d'éléments architecturaux ont disparu ou en tout cas ne sont plus très présents. Il faut vous imaginer que de ce côté-ci, voyez-vous, vous aviez un portique avec le roi qui se tenait debout en des colosses. Alors on en trouve quelques pieds, voyez-vous, qui sont encore sur les bases des socles qui sont là-bas, voyez-vous. Donc qui nous donne une idée de ce qu'était ce portique avec le roi. Et puis là-bas, devant le palais royal que nous avons évidemment entièrement fouillé et même restitué en partie, se trouvait une double colonnade avec des colonnes à chapiteaux floraux ouverts, puisqu'on a retrouvé des traces de ces chapiteaux. Donc ce qui montre bien qu'on avait la même configuration, voyez-vous, que dans le temple de Ramsès III à Médinat Abou. Et avec ce premier pylône, alors qui est aussi évidemment en mauvais état, mais sur lequel on a aussi quand même de très belles représentations, puisque vous pouvez le voir, sur le premier pylône du Ramesséum, c'est surtout un des événements majeurs qui a marqué le règne de Ramsès II, d'ailleurs sur son début de règne, puisque c'est en l'an 5 que ça se passe, c'est la fameuse bataille de Kadesh que le roi a menée contre la confédération hittite. Hein. Donc c'est toute la bataille qui est représentée, voyez-vous, sur ce montant. C'est une scène magistrale. Vous voyez le conflit qui se déroule sur le môle de droite, là-bas, et puis sur le môle de gauche, c'est l'avant-conflit, c'est-à-dire le moment où Ramsès II rassemble ses conseillers militaires, sachant que le combat est imminent, va donc essayer petit à petit de mettre en place un plan d'action, finalement, avant de partir sur le terrain. Donc c'est en fin de compte la bataille de Kadesh, voyez-vous, dans son intégrité, donc qui a été menée en l'an 5 du règne. Alors nous avons bloqué cette porte volontairement, en attendant de pouvoir intervenir par la suite sur ce monument, parce que c'est vrai qu'il est en mauvais état, en sachant quand même que depuis la visite des savants de Bonaparte, il faut savoir que la configuration du pylône n'a pas visiblement évolué, donc ça c'est quand même déjà un bon point, mais il faut quand même savoir que comme il y a des tremblements de terre en Égypte de temps à autre, il faut mieux quand même prendre des précautions. Et nous avions bloqué d'ailleurs cette porte avec, voyez-vous, un blocage qui est fait en briques de terre crue pour éviter le moins de rigidité possible, bien sûr. Et on l'a fait ça en 1991. Et en 1992, on a eu un tremblement de terre assez important en Égypte. Et heureusement que nous avions bloqué cette porte parce qu'elle était quand même en très très mauvais état et il est possible qu'elle n'aurait peut-être pas résisté à ce tremblement de terre de 92. Donc c'était une action qui a été menée provisoire, de confortement, en attendant de réfléchir un petit peu sur ce qu'on peut faire finalement de ce pylône parce qu'il nous pose problème, en sachant que si vous avez toute une face, voyez-vous, occidentale qui est en grande partie encore en place, de l'autre côté, tous les blocs qui formaient le parement oriental ont en grande partie disparu. Ils ont été pris, réutilisés finalement dans d'autres monuments. Donc là, on se trouve devant un problème qui sera surtout un problème non seulement de démontage et de remontage, mais surtout de restauration, puisque remonter le pylône du Ramesséum laisserait supposer qu'il faudrait utiliser énormément de blocs neufs. Et ça, c'est pas très permis dans le cadre de la restauration monumentale. Donc, on pourra peut-être le remonter jusqu'à une certaine hauteur, sur quelques assises, mais pas plus. Alors, à partir de là, comment tiendra cette face occidentale? Donc là, vous savez, c'est un problème qui relève beaucoup plus d'ailleurs de l'ingénierie que de l'égyptologie. Donc, on aura certainement besoin de conseils d'ingénieurs. Enfin, il y en a déjà qui sont venus travailler d'ailleurs sur le site avec nous, qui ont déjà fait des relevés, qui ont essayé de mieux comprendre un petit peu d'ailleurs comment avait été détruit ce pylône, parce que c'est vrai que on souhaite savoir un petit peu comment il est tombé finalement, hein, parce que
On a souvent parlé finalement de tremblements de terre, on a parlé parfois aussi de, des histoires de fondations, etc. Or, on s'aperçoit que finalement une construction comme celle-ci, elle pose problème parce que les anciens Égyptiens, lorsqu'ils construisaient ces pylônes, ce n'est pas uniquement le pylône du Ramesséum, mais les pylônes de Karnak, les pylônes de Luxor, même celui qu'on a vu tout à l'heure qui est inachevé à Médine Tabou, ce sont des boîtes. Vous savez, c'est-à-dire que vous avez des parements. Hein, donc il y a toute une assise de parements, bien entendu, de chaque côté, voilà, les môles, ça c'est un môle, bon, après ça il y a un autre môle avec la porte, tout ça. Alors ça c'est des pierres qui sont bien ajustées, voyez-vous, vous les avez en assise. Et puis ça, c'est vide. Donc on va le remplir. On le remplit avec des blocs, d'anciens résidus, peut-être parfois qu'on va chercher dans d'autres temples, des blocs qui sont réutilisés, on les balance là-dedans. Et puis évidemment, on met de la pierraille, et puis c'est censé finalement être une masse dure, concrète. Alors avec le temps, il faut savoir que les phénomènes de tassement, qui fait que ça finit par, à la base, pousser les pierres à la base, et c'est un éventrement qui se fait à la base. C'est ce qui est arrivé au 9e pylône de Karnak. C'est ce qui pourrait arriver demain au pylône de Luxor. Je ne sais pas si vous avez bien visité le temple de Luxor, mais vous avez dû voir à l'intérieur du pylône de Luxor, vous avez une face très boursouflée à la base. Alors, ils l'ont consolidé en injectant du ciment à l'intérieur pour, disons, maintenir les choses. Mais il faut savoir que là aussi, ça entraîne des rigidités qui ne sont pas toujours très bonnes d'ailleurs dans l'architecture. Et donc, un petit peu, voyez-vous, c'est ce phénomène de destruction qui s'est produit un petit peu pour tous ces pylônes égyptiens. Donc c'est beaucoup plus ça, voyez-vous, qu'un problème de fondation, parce que les Égyptiens savaient très bien sur quoi ils construisaient. Alors c'est vrai que là, on était sur du limon. Et ça a dû tenir pendant très longtemps d'ailleurs. Hein. Ça a tenu. Hein. Quand on voit ces colosses finalement qui sont ici dans la première cour, sachez que là, nous sommes sur du limon en dessous. Là, vous aviez un colosse qui faisait 1000 tonnes. Il ne s'est pas effondré en raison des fondations. Là. C'est que son truc est toujours là. Donc les Égyptiens savaient très bien poser leurs assises, parce qu'on n'est pas unique tout de suite sur les fondations, bien entendu il y a le limon, et puis après ça il y a les fondations en pierre, et puis après ça il y a les bases, et puis il y a les colosses. Mais je veux dire qu'ils savaient très bien quel était finalement le substratum qui était le départ, à savoir le limon. Donc le limon finalement n'a jamais été quelque chose d'instable. Voilà. Il protégeait même les tremblements de terre. Oui. Alors ici, voyez-vous, vous aviez donc... il faut vous imaginer, bien sûr, mais enfin ça c'est des nettoyages que nous avons fait il y a quelques années, des fouilles que nous avons fait il y a quelques années. C'était l'accès à la deuxième cour du temple. Donc vous aviez un escalier qui se trouvait là, avec encore, on retrouve les jambages, voyez-vous, de la porte, en fin de compte ce qu'il en reste, hein, les jambages inférieurs, le seuil, et puis on a dû fermer tout ça parce qu'il y a le colosse de Ramsès II qui est tombé dans l'axe, donc ce qui veut dire qu'à partir de là, on ne peut plus avoir accès à la deuxième cour. Alors le projet d'ailleurs de cette année, voyez-vous, l'un de nos projets de cette année va être de reconstituer le grand escalier qui menait vers la deuxième cour. Donc on va le reconstituer entièrement en pierre à partir des éléments d'architecture qui sont conservés. Et on va voir comment on va pouvoir aussi permettre aux touristes d'accéder à la deuxième cour par une plateforme, donc en supprimant l'escalier en bois que vous avez là. Hein. Donc on va arriver, je pense, en fin de mission, à avoir un très bel espace ici, avec un escalier monumental restitué en pierre de grès. Ça, c'est le travail qui attend nos tailleurs de pierre, dès le 1er novembre. Voilà. Et puis là, ils auront aussi certainement à reconstituer toute une partie des bases de colonnes qui ont disparu ici, et qui formaient le portique sud, voyez-vous, de la première cour. Donc là, on va devoir refaire encore quelques bases. Et puis le palais royal, donc, qui a été restitué toutes ces dernières années, après une fouille importante. Alors le palais royal, alors les colosses quand même, que je vous dise un mot sur les colosses. Vous aviez dans cette première cour 2 colosses énormes. Le colosse de Ramsès II, donc qui faisait près de 18 mètres de haut, qui pesait 1000 tonnes, qui venait des carrières d'Assouan, puisqu'il était en granit rose. Et puis juste à côté de lui se tenait, alors on l'a reconstitué, on l'a remonté, pour les parties qu'on pouvait remonter, bien sûr, le colosse de la mère de Ramsès II, c'est-à-dire Touhi.
Alors, il faut vous imaginer, si vous êtes venu il y a quelques années, il y avait tout un amas de blocs qui jonchaient dans la première cour. Il a fallu donc faire un très grand nettoyage de tout ça, enregistrer, identifier tous ces blocs, et puis voir ce qu'on pouvait en faire. Par exemple, les pieds de Ramsès étaient au sol, voyez-vous. Donc il a fallu les remettre en place sur le piédestal, afin de redonner quand même finalement une idée de la façon dont se présentaient ces colosses. Alors, c'est vrai qu'il y a des questions qu'on peut se poser, c'est la façon dont il a été détruit. Comment ce colosse de Ramsès II a été détruit. Alors, il faut savoir que pendant longtemps, on a aussi pensé que c'était dû à un tremblement de terre. Alors je crois que cette hypothèse-là, on doit la rejeter aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte que d'abord, il y avait eu, très certainement d'ailleurs vers l'époque chrétienne, une volonté de détruire un petit peu tout ce qui était les images finalement pharaoniques. Alors on les détruisait à travers les statues, mais aussi à travers les martelages qui étaient causés sur les parois des murs, où on martelait toutes les images finalement qui étaient les images pharaoniques. Il y a eu une période de l'histoire chrétienne, vous savez, le début de l'histoire chrétienne, c'est une période qui est encore assez virulente. C'est là où on s'attaque aux idoles. Les idoles, on doit détruire en fin de compte tout ce qui est le paganisme en quelque sorte. Donc ça va durer quand même un certain temps, parce que vous savez que pour qu'on arrive à un christianisme qui soit un christianisme assagi en quelque sorte, c'est-à-dire le christianisme des monastères, faut attendre quand même, disons, le 5e, 6e siècle. C'est à partir de ce moment-là vraiment que les choses se stabilisent et que l'on rentre dans une religion, disons, qui s'est, calmée, assagie. Ça, c'est dans toutes les religions comme ça, très souvent. En tout cas, ici, c'est sûr que lorsqu'il y a eu ces mouvements, qui sont partis d'ailleurs très souvent d'Alexandrie, vous savez, vous avez les moines d'Alexandrie, un certain patriarche qui était un certain Théophile, s'était attaqué au Sérapéum d'Alexandrie, avait détruit les colosses de Sérapis, etc. Donc ces mouvements ont progressé petit à petit vers le sud de l'Égypte et se sont attaqués à tous ces temples pharaoniques. Et le Ramesséum n'y a pas échappé, puisque ce fameux colosse de Ramsès II qui se dressait là était un peu une provocation, parce que c'était finalement l'image d'un roi qui s'était pris pour Dieu. C'est ça aussi, Alors, il a fallu finalement l'abattre. Alors, dans un premier temps, il y a eu volonté de débitage de la statue, et puis à un moment donné, il a fallu l'abattre. Donc, ce n'est pas, comme certains l'ont dit pendant assez longtemps, un tremblement de terre. D'ailleurs, imaginez un tremblement de terre. Vous savez, on en a parlé beaucoup avec des sismologues qui sont venus travailler avec nous, des géologues et des géophysiciens également. Donc, on a abordé ces problèmes-là très sérieusement. Mais quand on regarde la masse que représentait évidemment ce colosse de Ramsès II, on a du mal à penser ce qu'aurait pu faire un séisme finalement face à cela. Et en plus de ça, il ne serait jamais tombé là comme il est tombé. Si ça avait été à la suite d'ailleurs d'un tremblement de terre, il serait plutôt tombé dans la première cour du temple. Ça, c'est une chose qui a été très claire. Et puis surtout, quand on voit cette masse de granit, parce qu'on peut imaginer, voyez-vous, que pendant un certain temps, on voit très bien qu'il y a une volonté de monter dans la statue au niveau du débitage de la pierre. On a cassé les pieds, on est monté dans les jambes, et à un moment donné, comme c'est un colosse qui représentait le roi Ramsès II assis, donc il y a eu juste, si vous voulez, quand on est arrivé à la fin des jambes, on avait juste un moignon qui restait, c'était finalement le torse du roi, avec son siège sur lequel il était assis, et puis la tête, en fait. Voilà, c'était ça. Alors, ça, c'est un élément, si vous voulez, qui est... Enfin, on imagine mal comment il aurait pu basculer, finalement, d'un seul coup, quand on voit la masse de granit que ça représente, et surtout... Quand on voit ce que sont les piliers osiria qui sont à côté en grès et qui sont beaucoup plus fragiles, parce qu'ils sont construits même pas sur des fondations, ces piliers osiria sont construits directement sur du radier. C'est juste un radier qui est en dessous. Il n'y a même pas de fondation. Donc imaginons qu'une masse de granit arrive à tomber et que ça reste debout, c'est absolument impensable. Donc il y a vraiment une volonté de le détruire et on pense qu'à ce moment-là, eh bien, on a dû faire appel à une sorte de filin. On voit très bien, il y a une sorte de saignée d'abattage au niveau du front, vous le verrez d'ailleurs beaucoup mieux de la deuxième cour, et on pense qu'à partir de là, on a dû faire basculer finalement la statue vers l'arrière, et c'est à ce moment-là probablement d'ailleurs qu'elle s'est cassée en deux, à la suite d'une faiblesse certainement de la roche. Et ça a été certainement la même chose pour le colosse de Touy d'ailleurs, finalement. On n'a pas retrouvé la tête ni le reste du corps, si vous voulez, mais au moins on a pu remettre en place les éléments qui étaient encore disponibles sur le site. Parce que pendant très longtemps, on a pensé qu'il y avait simplement qu'un colosse de Ramsès II sur le site. Et c'est au fur et à mesure, on a fait toute cette enquête de tous les morceaux qui étaient éparpillés là, qu'il a fallu classer, qu'il a fallu identifier.
qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le colosse de Ramsès II, mais qu'il y avait un autre colosse. Et c'est vrai que là, en reprenant le texte de Diodore de Sicile, auquel je fais allusion tout à l'heure, eh bien Diodore, dans son texte, avait bien vu les deux colosses dans la première cour, et il le dit. Il dit qu'il y avait le colosse d'Ozymandias et le colosse de la mère d'Ozymandias qui était à proximité. Et bon, on a retrouvé les deux colosses. Ils sont là. Vous savez, ces grands colosses, c'est un peu comme les colosses de même nom. Hein. Ouais. Il avait un peu la même apparence finalement. Donc vous aviez le roi qui était assis, et bordant le roi au niveau de ses jambes, vous aviez sa mère et puis sa grande épouse royale. Mais l'originalité supplémentaire au Ramesséum, c'est que Touy s'est aussi fait représenter de manière magistrale, parce que le colosse de Touy, qui est à côté du colosse de Ramsès, faisait quand même 9 mètres de haut. Donc la moitié du grand colosse de Ramsès II, mais elle faisait quand même 9 mètres de haut. Vous savez que le colosse de même nom, c'est le colosse nord. C'est ce colosse qui, à la suite d'un tremblement de terre qui a été signalé d'ailleurs par Strabon, lorsqu'il est venu en Égypte, montre que la partie du colosse nord est tombée. Et à partir de ce moment-là, ce colosse tombé, fracturé, a commencé à émettre un son le matin de bonheur. C'est comme ça qu'on en a fait la légende de Memnon. Hein. C'était finalement Memnon qui pleurait sa mère, etc. Donc apparemment, tous les matins, il y avait un phénomène qui se produisait comme ça, qui faisait par un crissement de la pierre. On a l'impression qu'il émettait un bruit. Alors on en a fait le colosse de Memnon, donc ça s'est rattaché à la légende grecque. Et il est vrai qu'à partir de l'époque gréco-romaine, les empereurs romains qui circulaient, qui venaient visiter l'Égypte, devaient automatiquement venir à Thèbes pour rendre hommage à Memnon. On venait rendre hommage à Memnon. Alors on venait rendre hommage à Memnon, on allait voir les Syringes de la vallée des rois, tout ça, mais je veux dire qu'on venait voir le colosse de Memnon. Et d'ailleurs, on a le célèbre Hadrien. Hadrien qui vient au IIe siècle, avec Antinoüs et puis Sabine. Hein. Alors Antinoüs meurt à Alexandrie, donc il n'a pas eu l'occasion de venir jusqu'à Thèbes, puisqu'on sait que finalement son histoire s'arrête à Alexandrie, Antinoüs, mais Hadrien continue le voyage, va fonder la fameuse cité en hommage à son favori, à Cherabada, c'est-à-dire Antinoé, hein. Et puis il arrive à Thèbes avec Sabine, il y a le préfet même d'ailleurs qui l'accompagne, hein, le préfet nommé par Rome à Alexandrie, ils sont tous là, et ils vont laisser des écrits sur les jambes et sur les pieds du colosse de Memnon. Et tous ceux qui visitaient Thèbes s'arrêtaient au colosse et inscrivaient soit un petit poème, soit leur nom sur les jambes, sur les pieds du colosse. Donc ce colosse-là, c'est le colosse de Memnon. L'autre n'est pas le colosse de Memnon. C'est pour ça qu'il faut éviter de parler des colosses de Memnon. Alors c'est vrai, on a tendance à les mettre ensemble tous les deux, mais il y a un véritable colosse de Memnon, l'autre est le jumeau, mais lui il est resté à Bénéfice III. Voilà. Et alors, le colosse de Memnon, il faut savoir que, évidemment, l'un des derniers empereurs qui est venu à Thèbes, Septime Sévère, est arrivé, a trouvé que c'était quand même dommage de laisser finalement ce colosse détruit, a voulu le restaurer. Alors c'est Septime Sévère qui a restauré le colosse nord, dit le colosse de Memnon, et à partir du moment où le colosse a été restauré, il n'a plus émis de bruit. Donc la légende s'est éteinte. Voilà. Hein? Et quand vous regardez d'ailleurs le colosse de Memnon, vous verrez qu'il a été remonté avec des lits de pierre, il y a des assises de pierre, il y a 3-4 assises de pierre, et là-dessus on a posé simplement la tête du colosse. Donc c'est une restauration assez grossière, mais si on ne la regarde pas de près, ça passe. Alors là, vous êtes dans le palais royal du Ramesséum. Alors c'est un espace, voyez-vous, qui n'existait pas il y a quelques années encore. C'était de l'herbe qui poussait là, comme vous avez en contrebas. Et il a fallu qu'on dégage entièrement tout ça pour voir réapparaître un petit peu tous les murs, alors qu'ils étaient très souvent conservés à l'état de 1 ou 2 briques en hauteur. Donc il a fallu qu'on remonte un petit peu, voyez-vous, tous ces briques pour faire réapparaître les espaces du palais royal. Alors là, vous êtes dans ce qui est la salle de réception du palais de Ramsès II. Alors on a rétabli, voyez-vous, en fonction d'un certain nombre de critères archéologiques, l'escalier qui permettait d'accéder à la fenêtre d'apparition du roi, hein, comme à Medinet Abou. Hein. Donc là, c'était le mur qui fermait la première cour. Et puis alors, vous aviez un passage qui menait à la salle du trône, donc là où le roi siégeait lorsqu'il était dans son temple de millions d'années et qu'il avait évidemment des audiences à donner. Hein. Donc vous aviez la salle de réception, et puis on passait, voyez-vous, avec des petites annexes sur les côtés. Là, vous aviez probablement une salle des requêtes. C'était probablement là que les officiels qui travaillaient au sein du palais
devait prendre, si vous voulez, les noms de ceux qui souhaitaient rencontrer Ramsès II en audience lorsqu'il passait dans son château de millions d'années. Il faut savoir que là, vous aviez des colonnes qui étaient des colonnes palmiformes, qui soutenaient un plafond constitué de dalles de pierre. Donc tout ça, évidemment, a disparu, mais on a retrouvé des vestiges, des témoins, donc qui permettent d'avoir quand même une indication sur les différents éléments de l'architecture de ce monument. Et puis là, vous aviez ce qu'on appelle la salle du trône. Alors une salle plus petite, également pourvue d'annexes, voyez-vous, sur le côté, des petites chambres. Là, vous aviez 4 colonnes centrales. Là, l'estrade, avec la petite rampe sur laquelle se trouvait le trône royal. C'était là où était installé Ramsès II lorsqu'il venait dans son temple de millions d'années et surtout lorsqu'il donnait audience dans son palais royal. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'origine ici? Alors les bases de colonnes sont d'origine, l'estrade aussi, tout ça est d'origine. Voyez-vous, il y a juste le dallage que nous avons repris, en fin de compte, qu'on a refait. Voilà. Voyez-vous, ça c'est les seuils de porte qui sont d'origine, ils ont été ensuite restaurés. Donc au fur et à mesure qu'on a retrouvé les éléments de l'architecture, on a pu compléter certaines parties qui étaient à compléter, mais on est resté, voyez-vous, dans une restauration qui est assez sage. C'est simplement pour suggérer un petit peu les lieux, le plan de l'édifice, et ça permet quand même de valoriser aussi finalement ce temple de Ramsès II, parce que c'est vrai que si on regarde un petit peu les anciennes photos et que vous voyez comment se présentait l'endroit il y a encore peut-être 10 ans, 5 ou 10 ans, vous voyez que c'est pas la même chose. Et vous avez trouvé des toilettes ici aussi comme Alors, il faut savoir malheureusement, c'est qu'on aurait bien aimé continuer la fouille, parce que là, on a la partie officielle du palais, c'est-à-dire la salle de réception, la salle du trône. Derrière, venaient les appartements royaux. Et malheureusement, nous avons ces petites maisons de paysans qui sont là, et on ne peut pas continuer la fouille pour le moment. Et elles sont sur les appartements royaux. Alors, on a commencé, si vous voulez, bien entendu. Voilà, on a commencé parce qu'il y avait tout un corridor, voyez-vous, qui entourait le palais royal. Et là, la fouille, on l'a poussée jusque là. Et c'est là où on voit apparaître le mur qui était justement, qui fermait ce corridor et qui donnait accès par des portes aux appartements royaux. Mais là, il faudrait enlever ces maisons-là. Elles devaient partir, vous savez, quand il y a eu la première révolution de 2011, le gouverneur de Luxor avait l'argent pour les faire partir. Et puis malheureusement, la révolution est arrivée et tout s'est effondré. Et donc on est reparti à zéro. Et alors c'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir faire grand-chose, parce que quand on sait dans quel état se trouve le pays, c'est pas demain qu'on va les faire partir. Et là, ça nous ennuie terriblement parce qu'on aurait pu continuer une fouille. Parce que là, ils sont vraiment sur sur les appartements royaux et même sur une partie de la voie processionnelle côté sud. Voilà. Et puis on va passer dans la deuxième cour. Alors voyez-vous, ces colonnes-là sont anciennes. Celles-là sont anciennes. Quand il en manquait une, on l'a refaite. D'accord, celle-là est refaite. Voilà. Mais ça, c'est très important parce que, vous savez, quand aujourd'hui, il faut savoir que lorsque nos amis égyptiens, disons, vous remettent vous donnent la responsabilité de prendre un site archéologique en charge, il faut savoir que vous n'êtes pas là pour faire uniquement des fouilles archéologiques. Vous devez aussi travailler au niveau de la restauration et de la valorisation du site. Ça c'est clair. Zayak, كويس الحمد لله. ازي صحتك كله كويسين؟ الله يا مدير الله يخليك بالله السلامة كويسين الحمد لله. بابا ازيك؟ حسان كويس تمام ولا ايه؟ الحمد لله كويسين؟ كيف؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. انتين المراول ده اللي شغال قلنا لازم تعمل لنا حمام. Alors ça c'est un très beau morceau aussi, voyez-vous, ce relief. Un magnifique morceau en granit rose d'Assois. Et ça provient de la porte qui se trouvait ici. Voyez-vous, là, il y avait une porte en granit, bien entendu, qui donnait accès à la deuxième cour du temple. Et ça fait partie du linteau. C'est l'extrémité gauche du linteau. Un linteau qui faisait plus de 3 mètres et quelques de long, en une seule pierre. C'est quelque chose d'assez époustouflant. Et alors quand on voit la qualité de taille, parce que quand on voit la finesse de la taille, pour le traiter finalement du pagne royal et du pagne divin,
Tout ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et là, vous aviez finalement une représentation d'Amon, de Thèbes, qui est en train de donner le souffle de vie à Ramsès II, donc qui est représenté là, donc qui est une image d'ailleurs déjà divinisée de Ramsès II, parce que vous constatez que le roi porte dans sa main la clé de vie, et lorsqu'un roi porte dans sa main la clé de vie, ou une reine porte la clé de vie, c'est qu'elle est divinisée. Donc c'est un très beau morceau. Mais là aussi, voyez-vous, la porte a été en grande partie démantelée et puis les blocs ont été réutilisés probablement autre part. On n'a pas tout retrouvé malheureusement. Enfin, on a déjà au moins évidemment. Vous n'avez pas de bois dans l'utilisation de bois. Si, le bois c'est pour les portes. Souvent les portes étaient en bois doré aussi. Hein. Les battants des portes, oui, bien sûr. Et c'est souvent des très beaux bois d'ailleurs. Hein. On va chercher des bois très précieux. Ça vous plaît? J'adore là. Oui. C'est un beau site, hein, quand même. Hein. C'est un site de sérénité, quelque part. Oui, une grande sérénité. Et puis il y a encore. Moi, je dois dire aussi que quand on regarde les formes architecturales, il y a encore une. Disons une grande harmonie, je trouve, qu'on ne retrouve pas à Médiétabou. Ah oui, c'est vrai, hein. C'est plus lourd. Il y a encore beaucoup d'élégance. Oui. Il y a énormément d'élégance. Vous voyez, les pilosérias de Médiétabou, c'était trabus, ils sont trapus. Là, ils s'élancent. C'est beau, je trouve. Enfin, il y a des Ramesséum du côté de la Boussimbel qui sont aussi assez trapus. Oui, mais là, c'est parce que là, c'est les artistes nubiens qui ont travaillé. Il y avait certainement le maître égyptien, mais le reste, c'était des nubiens. Alors, c'est sûr que c'était pas tout à fait la même école. Mais ceci, c'est superbe. Quand on regarde ça, c'est comme ça. Voyez-vous le colosse de Ramsès II, mais il faut savoir aussi qu'il était peint, entièrement peint, hein, comme la plupart des statues royales d'ailleurs. Hein. Elles étaient toutes peintes, les statues. Hein. Et encore, on voit bien les traces de couleur jaune, par exemple, au niveau de l'Émesse. Alors avec parfois aussi des surprises. Vous savez, il y a quelques années, je ne l'avais pas vu déjà avant, et ça c'est extraordinaire quand même, parce que quand on voit le nombre de voyageurs qui sont passés à droite à gauche dans le temps, parce qu'ils ont laissé leur nom, il y a des graffitis partout, hein, avec les noms des voyageurs, notamment du 18e, du 19e, mais il y en a certains qu'on affectionne plus particulièrement quand même, notamment ceux qui accompagnaient Bonaparte, les savants de l'expédition. Alors on sait qu'ils sont venus là, bien sûr, on sait qu'ils sont venus. Ils n'ont pas toujours laissé beaucoup de noms, de leurs traces. On le sait à travers la description de l'Égypte, on le sait à travers les récits du voyage, notamment de Dominique Vivant-Denon, tout ça. Hein. Et puis un beau jour, je sais pas, un coup de soleil là m'a emmené vers la tête de Ramsès II, et c'est là où j'ai vu qu'il y avait des graffitis que je n'avais jamais vus et que personne n'avait jamais vu. Alors c'est assez amusant, parce que quand on s'approche, on découvre des noms qui sont quand même très émouvants. Vous avez ici De Villiers, ancêtre de la République. On est en 1799. Je vous en parlais du petit De Villiers tout à l'heure. C'était le plus jeune membre de l'expédition d'Égypte. Ben, il a laissé son nom ici, voyez-vous. Castex, sculpteur, membre aussi de l'expédition de Bonaparte. C'est celui qui a fait ce grand panneau, si vous voulez, en hommage à l'armée française qui était présente en Égypte. Hein. D'ailleurs, une inscription qui avait été d'ailleurs raturée, probablement par les Anglais, et à laquelle il a fallu de nouveau bien montrer, on ne touche pas ou on ne salit pas une page de l'histoire de France. Alors, Hyde, ça c'est un autre voyageur qui est venu un petit peu plus tard, en 1819. Mais voyez-vous, ces deux noms, et puis alors un troisième que j'ai retrouvé là, hein, qui est Descostil. Alors lui, c'était un chimiste également, ancêtre aussi de la République. Et bien, voyez-vous, ça c'était des savants qui accompagnaient Bonaparte et qui sont passés au Ramesséum, qui ont travaillé dans ce temple à un moment donné et qui ont laissé finalement leur nom. Alors ça faisait plaisir quand même de les retrouver. Et ça, je veux dire que je ne les ai pas cherchés. C'est un matin, j'accompagnais, je crois bien que c'était l'ambassadeur des États-Unis qui était de passage, qui m'avait demandé de lui montrer un peu le temps. Je me suis retourné à un moment donné, je ne sais pas, il y a eu un rayon de lumière qui est arrivé sur le colosse. J'ai dit, tiens, mais il y a des textes, mais je ne les ai jamais vus. Il faut que je vois ça tout à l'heure. Alors j'ai continué ma visite et puis je suis revenu voir après. Et avec un petit peu de blanc, voyez-vous, on a essayé de nettoyer un peu. Et on a fait réapparaître ces noms-là. C'est assez étonnant quand même. Hein. Mais ils l'ont fait d'une façon discrète, hein. C'est pas comme des démons. Alors ceux-là, on n'arrive pas à les lire.
On n'arrive pas à les lire. Oui, oui, on sait bien qu'il y en a aussi là, mais on n'arrive pas à les lire. Ils sont vraiment très... On a l'impression qu'ils ont été regrattés après. Et votre nom apparaîtra à quel endroit? Sur les plaques de bronze. C'est une plaque de bronze, oui, oui. Mais ça fait partie de l'histoire du temple, vous savez. Vous avez la France qui est là, vous avez l'Italie qui est là, avec Belzoni qui a emporté là en 1816 le jeune Memnon, parce qu'il y avait une statue magnifique qui était ici, mais magnifique. Hein. C'était le jeune Memnon qui est aujourd'hui au British Museum, le très beau buste. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur le panneau d'information qu'on a mis là-bas, parce que vous en aurez une restitution, vous verrez comment il se présente. Eh bien, ça, c'était évidemment, les Français sont passés, ils l'ont vu ce buste, hein, mais ils n'ont pas tellement souhaité l'emporter. En revanche, c'était amusant parce que c'est là où on voit la différence entre les uns et les autres, hein, qui passent sur les sites et ce qui peut être intéressant. Dominique Vivant Denon, lorsqu'il avait vu le colosse, il avait trouvé ça vraiment impressionnant, monumental. Et quand il a vu un des pieds du colosse, il dit tiens, ça c'est une pièce qu'on pourrait apporter en France pour montrer la monumentalité de l'art pharaonique. Et finalement, on ne l'a pas pris. Ils sont là, les deux pieds de Ramsès. Hein. De toute façon, même si on les avait pris, ils seraient partis en Angleterre. Puisque tout a été finalement emmené par les Anglais. Ah, c'était ça, on ne rentrait pas en France. Hein. C'était la condition. Ce qui a été d'ailleurs une chance extraordinaire, vous savez, Marie, c'est qu'on a pu garder les notes. Les dessins. Et les dessins. Et sinon, on n'aurait pas... Ah bah oui, ça c'était... Les savants l'avaient dit. Ils ont dit, si on laisse les antiquités aux Anglais, mais les notes et les dessins, on préfère les jeter à la mer plutôt que de leur donner. Alors ici, voyez-vous, vous avez donc le Belzoni, là, le fameux Titan de Padoue, hein, 1816. Eh bien ça, c'est l'année où il est venu chercher, en plein mois d'août d'ailleurs, juillet-août, le jeune Memnon, en période de Ramadan. Donc ça n'a pas été facile pour lui, hein, parce que c'était en plein mois de juillet-août. Il a fallu qu'il trouve des gens qui voulaient bien travailler avec lui pendant la période de Ramadan. Il fallait le transporter, le colosse. Hein, c'est qu'il faisait 7 tonnes hein, quand même, le buste. Hein. Alors le faire passer dans la première cour, ils ont cassé d'ailleurs 2 bases de colonnes là-bas hein, pour le faire passer, le sortir, l'emmener jusqu'au Nil, le mettre sur un bateau pour aller jusqu'au Caire d'abord, puis après ça jusqu'à Alexandrie, puis après ça qu'ils partent vers la mer pour l'Angleterre. Voilà. Où il se trouve aujourd'hui, c'est une des pièces quand même maîtresses du British Museum. Oui, alors il paraît énorme là-bas, alors qu'ici il ne paraîtrait pas tellement grand par rapport aux autres. Ça faisait, la statue faisait à peu près 12 mètres de haut. Oui, non, mais celle-là. Non, mais je veux dire, celui-ci ne paraît pas tellement grand. Ah oui. Ah bah oui, par rapport à celui qui est là-bas. Oui, oui. Ici, oui. Oui, oui, c'est vrai. Oui. C'est des colosses. Il y en avait un de chaque côté d'ailleurs. Hein, là. Il y avait celui-ci, puis la tête que vous avez là appartient à un autre colosse. Et là, il y avait finalement aussi des statues ici. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez encore le socle, voyez-vous, ici. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand vous avez un socle comme ça, vous avez une idée de ce qui pouvait être là comme statue? Non, ça vous dit rien. C'est intéressant parce que voyez-vous, vous avez un magnifique relief au-dessus. Vous voyez le couronnement de Ramsès II. Hein, c'est la montée royale. Vous voyez le roi qui est emmené par Atoum et puis Mantouré. Et puis alors après ça, il arrive vers Amon, Mout, Ronsou, donc la triade thébaine. Amon lui met sa couronne sur la tête, voyez-vous, lui tend les jubilés. C'est un moment vraiment très très important sur le plan politique. Et puis derrière, vous avez Thoth, le dieu Thoth, le greffier divin, le maître des scribes, qui est en train de mettre en place le protocole royal de Ramsès II, donc il l'écrit pour l'éternité. Et juste en dessous, vous avez les 11 premiers fils de Ramsès II qui sont représentés l'un derrière l'autre. Mais alors, on voit très bien qu'il y a une partie qui a été laissée vierge, là devant le premier fils, devant Amon-Khopchef. Il y a toute une partie qui a été laissée vierge. Eh bien, ça correspondait, l'encombrement, voyez-vous, correspondait à la place d'un sphinx. C'était un sphinx qui se trouvait ici. Voyez-vous, vous avez la tête qui est à peu près au niveau de Carlo Italiano, là, et puis le corps du sphinx qui descendait sous les pieds des premiers princes, et donc qui occupait finalement cette base-là, et vous deviez en avoir un autre de l'autre côté, sous cette espèce de socle qui était fait de l'autre côté, et qui est fait d'ailleurs avec des matériaux de remploi de la 18e dynastie, d'ailleurs. Là, on voit que Ramsès, lui aussi, a réemployé des matériaux plus anciens. Alors après ça, vous avez une majestueuse salipostyle
avec ces magnifiques colonnes. Alors qu'on avait nettoyé il y a quelques années, parce que c'était un très gros travail de nettoyage, mais vous savez, avec le temps, ça se réempoussière aussi. Lorsqu'il y a actuellement, le problème, c'est les pigeons, parce que le temple est envahi par les pigeons le matin. Alors là, ils sont tous partis maintenant. Ils ont regagné la montagne jusqu'à demain, mais quand ils sont là, c'est pas réjouissant du tout. Vous avez, alors c'est sûr que là aussi, vous avez une qualité de relief qui est absolument très très belle. Différente de l'époque de Ramsès III. Hein. On est toujours dans un relief dans le creux. Alors, avec des représentations qui sont intéressantes, vous avez par exemple sur l'un des murs de la salle hypostyle la représentation d'une autre bataille que Ramsès II avait menée en l'an 8 de son règne contre la cité de Dapour. Dapour, c'est en Syrie. C'est une cité de Syrie. Alors, c'est intéressant parce que, voyez-vous, tout à l'heure, vous étiez dans la première cour du temple. Vous avez vu qu'on avait utilisé 2 impressionnants môles de pylônes pour retracer la fameuse bataille de Kadesh. Hein. Et là, l'artiste va avoir un tronçon de mur dans lequel il va falloir qu'il essaye finalement de résumer les séquences d'une bataille. Hein, qui était celle de Dapour. Il y est parfaitement parvenu parce qu'on voit très bien qu'il y a Ramsès II sur son char qui est déjà engagé dans cette bataille. Déjà sous les roues du char, il y a déjà des ennemis qui sont écrasés. Devant la scène, là, devant les chevaux, on voit très bien qu'il y a une véritable débandade de la charrerie ennemie finalement. Et puis on arrive vers la fameuse forteresse de Dapour. Voyez-vous, la forteresse, elle est bien représentée. Alors, on voit très bien qu'on assiste au siège de la forteresse. Hein. Il y a des échelles qui sont dressées. On voit très bien qu'il y a une grande exubérance dans les personnages là, qui sont tous un petit peu affolés de ce qui se passe. Hein. On s'aperçoit aussi que, finalement, durant ces conflits, Ramsès II faisait participer ses enfants. Ça faisait partie certainement de l'éducation militaire, ce qui explique que vous avez 2 petits princes qui sont montés à une échelle, voyez-vous, là. Alors ceux-là sont restés d'ailleurs anonymes, mais vous en avez 4 autres en bas, voyez-vous, avec leur bouclier et leur dague javelot, là, en fin de compte, là, qui sont au pied de la forteresse et qui essayent de voir un petit peu comment ils vont pouvoir combattre les ennemis qui tombent de la forteresse, parce qu'il y en a déjà, par désespoir, qui se jettent, voyez-vous, des tours de la forteresse, là, des ennemis. Et puis on voit très bien qu'il y a une très grande inquiétude au sommet, parce que, on s'aperçoit que finalement les Égyptiens sont en train non seulement de gagner, mais sont en train de réduire cette forteresse à néant. Et alors, on voit très bien ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, pour bien montrer que le siège a été mis, que Ramsès II a gagné, eh bien, on va le montrer par quoi ? Par le drapeau de la forteresse, voyez-vous, qui est en haut, cette espèce de fanion en forme de tulipe, là, en fait, hein, et puis il est transpercé par des flèches. Donc là, ça veut bien dire que la forteresse de Dapour a été investie et prise par les forces égyptiennes. Sachez par exemple que dans toutes les représentations que vous verrez de la bataille de Kadesh, quand la citadelle est représentée, vous ne verrez jamais les flèches qui la traversent, qui traversent le drapeau de la citadelle de Kadesh. Parce que la citadelle de Kadesh n'a jamais été prise par Ramsès II. Ça a été un combat sur le champ de bataille, mais Ramsès n'a pas pris la citadelle. Donc Kadesh n'a pas été prise, finalement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont arrivés à un statu quo qui a demandé de longues années de discussion avant d'aboutir à un traité de paix qui sera signé en l'an 21 du règne de Ramsès II, et d'ailleurs qui sera même, après ça, disons qu'il prendra d'autres dimensions, puisqu'on sait qu'en l'an 34 du règne, Ramsès II épousera même la fille d'Atushili III, c'est-à-dire finalement la fameuse Mat-Or-Néferouré qui va venir à la cour d'Égypte et qui deviendra elle-même grande épouse royale. Alors ici, voyez-vous, donc on vous indique que la citadelle est prise, hein, elle est prise. Donc, évidemment, vous avez même la demande de soumission, hein, qui est faite par le chef de la citadelle. Voyez-vous, ce personnage qui s'adresse à Ramsès II en levant un bras, qui tient une sorte de bras zéro de l'autre main, c'est la demande de paix, finalement. C'est ça qui est adressé à Ramsès. On arrête le combat, arrête tout. Voilà, il faut tout arrêter. On se soumet. Mais c'est important, ces scènes-là, parce qu'il faut savoir qu'on est entre l'an 5 et l'an 21. Il faut savoir que ce ne sont pas des guerres d'invasion. L'Égypte ne veut pas envahir le mont Hittite, et les Hittites ne veulent pas spécialement envahir l'Égypte non plus. Mais on est en train de redéfinir les frontières de tout un territoire, qui est le territoire oriental,
où l'Égypte avait évidemment des zones d'influence commerciale, administrative, etc., qui sont remis en question par les Hittites, donc un nouveau pouvoir territorial qui se met en place. Donc il va falloir essayer de discuter un petit peu pour qu'on puisse conserver un petit peu toutes ces zones d'influence, chacun de son côté. Bon. Alors c'est sûr que Dapour, par exemple, la cité de Dapour en Syrie, à un moment donné, elle avait été avec les Égyptiens, d'un seul coup, elle tombe sous la tutelle hittite. Les Égyptiens ne veulent pas. Ils veulent récupérer Dapour. Donc, on va combattre Dapour pour que Dapour revienne dans la zone d'influence égyptienne. Et on y parvient. Voilà, on y parvient. Et voyez-vous, c'est plus des guerres qui sont menées pour essayer de rétablir un contexte géographique, mais surtout à but commercial et puis diplomatique et administratif. Alors, on arrive là, donc voilà, évidemment, donc la bataille, c'est plus une expédition punitive, même presque on pourrait dire, mais qui a quand même des résultats, parce que voyez-vous, on passe du haut, on va redescendre. Donc, soumission du chef de la cité, ou des chefs de la cité, donc remise des tribus aux vainqueurs, bien entendu, ça c'est une façon là de montrer qu'on fait allégeance au roi d'Égypte, et là, vous avez, voyez-vous, le personnage, qui est certainement d'ailleurs le chef de la cité, qui est reçu par un officier égyptien, envoyé donc délégué du roi, et qui va recevoir finalement les premiers tributs, c'est-à-dire des couffins remplis de galettes, de pain, etc., des jarres de vin, etc. Vous voyez, on apporte tout ça. Donc c'est une façon de dire au roi, voilà, on se soumet, on est prêt à être à tes côtés, et on revient donc dans l'ordre égyptien. Bon. Mais le roi va quand même laisser une leçon. Et la leçon, c'est-à-dire, puisque vous avez été infidèle, eh bien, les chefs vont être châtiés. Et ça va être la mise à mort des chefs rebelles de la cité. Alors, voyez-vous, donc les deux princes, là, c'est deux princes qui vont prendre ça en main, le prince Montuhotep puis Raïm-Osset, à qui on va charger finalement de tuer finalement ces personnages-là. Donc c'est une séquence peut-être même un peu rituelle, si vous voulez, mais en tout cas, c'est la séquence finale de cette scène. Alors là aussi, puisqu'on est devant une scène de bataille, petit détail archéologique intéressant, vous avez dû voir dans les temples très souvent les représentations de mains coupées, de phallus coupés ou de langues coupées, qu'on entasse et qu'on décompte finalement pour montrer le nombre de victimes pendant la guerre sur le champ de bataille. Là, si vous regardez bien, vous verrez que finalement, dans l'iconographie, on fait allusion à ces petits détails. Regardez par exemple ce Syrien qui est représenté ici. Il a bien une de ses mains, l'autre est amputée. Et il y en a d'autres exemples, comme ici, vous en avez un autre encore ici. Voyez-vous, celui-ci a sa main, il ne l'a plus là. Donc, voyez-vous, c'était bien des faits de guerre qui se déroulaient sur le champ de bataille, où on devait finalement couper la main ou couper le sexe, parce que c'était parfois le phallus, et on faisait des tas, et puis ça permettait de dénombrer finalement les victimes sur le champ de bataille. Voilà. Donc ça, c'est un épisode, voyez-vous, tout à fait intéressant de l'histoire égyptienne aussi, en tout cas du règne de Ramsès. Alors là, vous aviez aussi de très grandes scènes qui étaient absolument magnifiques, de très belles couleurs, qui sont parfois un peu conservées. Là, vous aviez par exemple ici, finalement, une scène qui... Alors, on est un peu gêné par les échafaudages qui sont là, mais enfin, on le voit bien d'ici. C'était Ramsès II. C'est donc une autre scène, finalement, en rapport avec le couronnement royal. En fin de compte, c'est une scène à consonance plutôt politique. C'est là où on voit Ramsès II qui reçoit les sceptres de la royauté des mains d'Amon. Donc, il reçoit, bien sûr, les sceptres de la royauté terrestre, c'est le sceptre, le Nérer et le Eka, mais on lui donne aussi l'emblème de guerre, la harpée de guerre. Donc c'est finalement ce dont il a besoin pour pouvoir diriger le royaume d'Égypte. Et puis alors ici, vous avez une autre scène qui est absolument magnifique également, qui est magistrale, où on voit Ramsès II, voyez-vous, qui est représenté debout. C'est un roi qui est encore assez jeune physiquement, voyez-vous, le relief le montre d'ailleurs, parce que quand il monte sur le trône, Ramsès II doit avoir entre 22 et 25 ans. C'est un jeune roi. Et c'est vrai que quand on voit les traits de ce visage, on est devant un jeune roi. Alors là, il est, voyez-vous, représenté devant le dieu Amon, donc de Thèbes, de Karnak, suivi d'ailleurs de son fils Ronsou, le dieu lune, voyez-vous, qui est représenté juste derrière lui. Et puis alors de l'autre côté, vous avez la déesse Sermet, la grande de magie, comme le dit le texte, donc qui, elle, est en train de protéger finalement le roi. Et alors Amon, comme vous le constatez, est en train de porter vers les narines de Ramsès II deux signes hiéroglyphiques importants, c'est le was et le or, c'est-à-dire la force
est la vie. Mais ce n'est pas n'importe quelle force et n'importe quelle vie, parce que celle-ci émane du Dieu. Donc c'est le Dieu qui transmet à son Fils le souffle de vie et de force divine. C'est là où Amon reconnaît en Ramsès II son propre rejeton terrestre, mais c'est un rejeton divin. C'est-à-dire que c'est son véritable fils. Voilà. Donc ça, c'est une très très belle image, voyez-vous, qui montre en quelque sorte un aspect divinisé de Ramsès II par l'intermédiaire de son père Amon. Et puis alors, au registre inférieur, vous avez de nouveau les fils de Ramsès II. Là, ils sont un peu plus nombreux. Vous en aviez 23 qui sont représentés là. Alors, beaucoup de ces visages ont été martelés à l'époque copte, malheureusement. Ça fait partie de tous ces martelages parce que c'est une partie du temple qui a été aussi récupérée en église, ce qui explique que vous avez beaucoup de croix qui sont portées très souvent, gravées un petit peu sous. On les voit bien, toutes ces croix coptes. Vous les avez en dessous, voyez-vous, les représentations, on les voit apparaître. Il y en a un peu partout. Vous les voyez? Oui. Regardez-les. Vous avez là. Tout ça, ce sont les croix. Voilà, tout ça. Vous en avez partout. Vous avez même ici une évocation assez caricaturale de Saint Georges terrassant le dragon, voyez-vous, qui a été faite aussi à l'époque chrétienne. Voyez-vous, c'est assez amusant ici. Donc tout ça, on voit bien, c'est des traces qui sont de la présence chrétienne. Alors, ces martelages, ils ne sont pas gratuits, vous savez, car les Coptes, c'était des Égyptiens. Bien sûr, ce sont toujours des Égyptiens. Mais ils connaissaient parfaitement les rituels. Alors quand on martelait, on s'attaquait vraiment à l'image. Vous savez que dans l'Égypte ancienne, lorsqu'on représentait une image, on lui donnait vie à cette image. Donc on lui donnait vie. C'était une image vivante, finalement. Alors si on la détruit, donc on va la faire mourir. Alors vous savez, vous aviez un rituel dans l'Égypte ancienne. C'était le fameux rituel de l'ouverture de la bouche et des yeux. Vous savez, quand un défunt venait disparaître, on allait l'enterrer, très souvent, on allait sur la momie de ce défunt ou sur son sarcophage, les prêtres allaient faire un certain nombre d'attouchements avec des huiles saintes. Il y avait les 7-8 saintes, vous savez, qui sont reconnues, qu'on retrouve d'ailleurs sur des petites palettes dans les musées. Au musée du Caire, vous en avez plein, des petites palettes d'albâtre, des petites cupules qui correspondent aux 7 huiles saintes. Alors ces prêtres allaient sur le visage, toucher les yeux, les deux yeux, toucher les narines, donc 2 trous de nouveau, donc ça faisait 2 trous, la bouche, et puis les 2 oreilles. C'est-à-dire les 7 organes véritablement vitaux qui permettent finalement de voir, d'entendre, de parler, de manger aussi, tout ça, d'entendre. Alors, ça, on redonnait vie aux morts à ce moment-là. À partir du moment où on avait fait ces attouchements, ce rituel était censé redonner vie aux morts. Ben là, les Coptes avaient parfaitement compris ça, et là, on va détruire tout ça. C'est pour ça qu'on s'attaque au visage, parce qu'au visage, on détruit les 7 organes. C'est-à-dire qu'on supprime les yeux, on supprime la bouche, on supprime les oreilles. Donc, on enlève la vie à l'image, et on va même ne pas la rendre active, très souvent en détruisant les pieds ou en détruisant les mains, afin de la rendre parfaitement inactive. C'est-à-dire, voyez-vous, c'est le phénomène inverse qui va se produire. À l'époque pharaonique, on essaie de donner vie à l'image par un rituel. Les Coptes, pour détruire cette vie, vont agir par les martelages. Et très souvent, ce sont justement toujours les parties physiques, c'est-à-dire les visages, les mains, les jambes, les pieds. Ils le feront d'ailleurs non seulement pour les êtres humains, mais ils le feront aussi pour les animaux. Voilà. 23 fils, on est au bout du compte ou il y en a plus que ça? Non, il y avait beaucoup plus que ça, mais vous savez, il devait se continuer sur les parois latérales qui ont disparu, parce que Ramsès II avait 108 enfants. Il avait 108 enfants, mais en tenant compte qu'il avait au moins, disons, 11 épouses royales officielles, c'est-à-dire qui avaient titre de grande épouse royale. Donc tous ces enfants, alors, contrairement à Medinet Tabou, voyez-vous, là, ils sont tous classés par ordre de primogéniture, c'est-à-dire on a de l'aîné, et puis ensuite on a les enfants qui sont plus jeunes, etc. Et on arrive alors ici, voyez-vous, par exemple au 13e, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que voyez-vous, leur nom est gravé au-dessus de chacun d'entre eux, et alors il y a une colonne écrite, une colonne vide, une colonne écrite, une colonne vide.
Tout simplement parce qu'on se disait, ça sera celui qui va pouvoir monter sur le trône, qui pourra mettre à ce moment-là, à côté de son nom de prince, son nom de roi couronné. Et ça a été le cas pour Meremta, le 13e fils de Ramsès II. Voyez-vous, il s'appelait le fils du roi, engendré par lui. Hein. Il y avait donc son nom, ça c'était le précédent, ça c'était Or-Erunemef, donc ça c'est le 12e, et le 13e s'appelait donc Meremta, voilà, Meremta, vous avez son nom ici. Et quand il est monté sur le trône, ce prince, donc le successeur de Ramsès II, c'était plus un enfant. Hein. Là, il est représenté en tant qu'enfant, mais Meremta avait pas loin de 60 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Mais il a quand même voulu modifier son image de prince. Il a fait ajouter son nom, voyez-vous, Nesut Biti, donc le roi de Haute et Basse-Égypte, Baenru Merenetcheru, c'est-à-dire, bon voilà, et puis alors, là, son image, il l'a même retouchée, parce qu'on voit très bien qu'à l'origine, il était comme ses frères, avec des petits pagnes plongeant à l'arrière, torse nu. Là, on voit très bien qu'il a fait modifier son pagne pour en faire un pagne long. Il s'est même fait ajouter une petite chemisette, voyez-vous, on voit par ses traits d'incision qu'il y a une petite chemisette avec des manches assez amples. Donc, il a voulu modifier son image de prince pour bien montrer que c'était lui qui était monté sur le trône. Voilà. Et il devait y avoir aussi l'uréus au front. On l'a plus ou moins vu quand on a fait les dessins, mais elle n'est pas toujours très visible. Donc, ce qui montrait bien que c'était un prince couronné, finalement. Là, on arrive dans un autre espace du temple aussi. Alors que l'on a, c'est une autre salle hypostyle. Alors, voyez-vous, par rapport à Médine Tabou, là, on est dans des espaces qui sont conservés. À Médine Tabou, ce n'est plus conservé. Hein, le cœur du temple est quand même, là, on a la salle hypostyle complète. On a deux autres salles hypostyles qui sont en grande partie encore complètes. Alors ici, vous êtes dans ce qu'on appelle la salle des barques ou la salle au plafond astronomique, puisque vous avez ici, sur ce plafond, finalement, une répartition des mois de l'année, des périodes de l'année qui sont reproduites, finalement, à travers ces scènes qui sont, disons, réparties sur 3 registres. Et puis alors, sur les murs, vous aviez toute une série de barques, voyez-vous, de barques qui sont des barques divines. C'était des barques qui étaient finalement placées dans ce temple, dans des reposoirs de barques qui étaient placés sur les bas-côtés du temple et qui sortaient à l'occasion de certaines grandes fêtes, notamment comme la fameuse Belle Fête de la Vallée. Lorsque se déroulait la Belle Fête de la Vallée, bien sûr, il y avait toute la procession qui arrivait de Karnak, mais que l'on complétait avec évidemment toutes les barques portatives divines qui provenaient des châteaux de millions d'années. Alors ici, il y en avait plusieurs. Il y avait bien sûr la barque d'Amon, il y avait la barque de Mout, il y avait la barque de Khonsu, il y avait la barque aussi même de certaines reines divinisées de la 18e dynastie comme Ahmès Nefertari. On sait très bien que Ahmès Nefertari, par exemple, était vénérée dans le contexte du Ramesséum. Et puis il y avait bien sûr les barques de Ramsès II divinisées lui-même. Et donc la barque de Ramsès II, elle est notamment ici. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que, voyez-vous, là, elles sont en train d'entrer dans le sanctuaire, enfin, elles rentrent après les fêtes, et où elles sont représentées en train de rentrer de chaque côté, donc elles rentrent vers leur chapelle. Et celle-ci, voyez-vous, la barque inférieure, là, c'est celle qui était la barque de Ramsès II divinisée. Bon. Alors, elle va rentrer dans son petit sanctuaire qui lui est réservé, et puis elle est portée, voyez-vous, par des délégations de prêtres, c'est des prêtres qui les portent, finalement, ces barques, et par, disons, amour filial, Meremta, lorsqu'il est monté sur le trône, succédé à son père, a voulu aussi rendre hommage à son père lors d'une de ces belles fêtes de la vallée. Et il a voulu porter la barque avec les prêtres de ses propres bras. Et il en a conservé le témoignage écrit, voyez-vous, puisque ici même, voyez-vous, lorsqu'on lit cette petite inscription qui est ici, voyez-vous, c'est le roi, Meremta, qui porte de ses propres bras la barque de son père, finalement, le roi de Haute et Basse-Égypte, Meptawi, Usermatres, c'est-à-dire Ramsès II, pas Netcher Aa, le grand Dieu. C'est-à-dire que, finalement, il a voulu témoigner, en hommage à son père, de porter la barque de son père divinisé jusqu'à son retour après la procession. Et il a donc, voyez-vous, inscrit ce petit texte pour le préciser. Et alors là, une scène absolument extraordinaire, bien entendu, c'est la scène où vous voyez Ramsès II qui est assis sous l'arbre sacré sur le Persea, c'est la fameuse scène de l'arbre Ished, en fin de compte, voyez-vous, où, à côté de lui, vous avez la déesse Séchat, la déesse de l'écriture, d'un côté, le dieu Atum de l'autre, voyez-vous,
Et le dieu Atum, avec son calame, en fin de compte, est en train d'inscrire sur les fruits de l'arbre Pichel le nom de couronnement de Ramsès II pour l'éternité. Vous voyez-vous, ça c'est une très belle scène, puisque vous voyez-vous que le roi, là encore, d'ailleurs, est représenté sous un aspect divinisé, puisque dans l'une de ses mains, il serre, voyez-vous, la clé de vie. Donc ça, c'est un symbole qui montre bien que là, Ramsès II apparaît sous des traits divins. Ça, c'est une très très jolie scène aussi du temple. Et alors après, plus on progresse finalement vers l'ouest, plus on va finalement arriver vers le sanctuaire du Ramesséum, qui n'existe plus aujourd'hui, mais enfin dont on a retrouvé finalement les traces. Alors nous arrivons là, voyez-vous, dans une pièce qui s'appelle la salle des litanies ou des glorifications d'offrandes, donc qui était une autre salle hypostyle, donc munie de 8 colonnes. Vous voyez, il y en avait 4 là, il y en avait 4 ici, celles-ci ont disparu. Et sur les parois, vous avez en fin de compte une évocation de Ramsès II. Alors à droite, voyez-vous, il est représenté avec la couronne blanche, donc en tant que souverain du Sud. À gauche, il est représenté avec la couronne rouge, c'est-à-dire en tant que souverain du Nord. Hein, voilà. Et devant lui, toute une série de textes qui montrent bien qu'il est en train d'accomplir toutes les offrandes nécessaires pour tous les sanctuaires canoniques du sud de l'Égypte et du nord de l'Égypte. Donc c'est le roi, finalement, dans son rôle de grand pontife, là, qu'il agit, voyez-vous, parce que le roi était à la fois politique, bien entendu, par son métier de roi, c'était un politique, mais il avait aussi tout un aspect religieux, puisque c'était le premier grand prêtre du royaume. Hein. Donc voilà, c'est donc une théocratie déjà, si on veut, mais le roi est à la fois roi et prêtre. Hein. C'est lui qui détient ces deux importantes fonctions. C'est bien d'ailleurs pour ça que, ce qui explique que dans les temples égyptiens, vous ne verrez jamais représenter sur les parois d'un temple des prêtres en action, mais toujours le roi en train d'accomplir les rites, même s'il est remplacé, bien entendu, dans le contexte de ces rites, par des prêtres qui sont en fonction dans le temple. Mais dans les représentations, qui sont des représentations qui sont fixées pour l'éternité, c'est bien le roi qu'on représente en tant que médiateur entre les hommes et les dieux. C'est lui le seul qui peut avoir cette fonction, bien entendu. Hein. Donc là, voyez-vous, vous aviez ces représentations-là. Alors, il faut vous imaginer que là, vous aviez encore une autre salle hypostyle, comme le dessine, voyez-vous, ce grand rectangle au sol. Hein, il y avait encore une autre salle hypostyle, à peu près à 8 colonnes aussi. Derrière Marie se trouve, voyez-vous, le sanctuaire, avec ces 4 cavités qui correspondaient finalement aux piliers de ce sanctuaire. Il y avait 4 piliers. Et puis vous aviez toute une série de petites chapelles sur les côtés, à droite et à gauche, qui étaient là où résidaient les dieux qui avaient été invités dans le château d'Ouzer-Matré, c'était Pénré. Alors ça, c'est pour la partie cultuelle de l'édifice. Mais il faut bien vous dire que vous avez tous ces bâtiments en briques de terre crue qui entourent le Ramesséum, ces bâtiments voûtés que vous voyez là-bas. Tout ça, c'est de l'époque ramesside, c'est de l'époque de Ramsès II, et ça continue également sur tout le côté sud ici. Vous aviez les magasins, vous aviez les officines, vous aviez les trésors annexes, vous aviez les ateliers, vous aviez les cuisines, les boulangeries, les brasseries, vous aviez les économas, vous aviez en fin de compte l'école. Donc voyez-vous, il y avait tout un ensemble de services qui rayonnaient autour du temple lui-même, donc du lieu de culte, et qui nécessitaient évidemment la présence de très nombreux fonctionnaires. Alors il y avait un gouverneur du château, et puis il y avait des responsables dans tous les secteurs. Il y avait des responsables, il y avait les celliers, il y avait des magasins à huile, des magasins à blé, des magasins, il y avait du vin, il y avait une quantité d'autres denrées qui étaient entreposées là. Il y avait des étoffes, il y avait des biens précieux, de l'or, de l'argent, de l'électrum, des encens, des baumes, il y avait tous ces produits-là. Bon, il y avait aussi, si vous voulez, là où on fabriquait le pain, les offrandes pour les dieux, mais aussi ce qui était nécessaire aux hommes, parce qu'il fallait nourrir toute cette population qui était à l'intérieur du temple déjà, et il fallait aussi pouvoir accorder à ceux qui travaillaient pour l'institution royale, et bien évidemment des denrées qui leur permettaient de vivre. Donc tout ça était entreposé dans tous ces silos, dans tous ces magasins qui étaient dans le temple. Donc voyez-vous, c'était toute une économie, toute une administration qui était gérée finalement sur place ici, et qui a duré quand même pendant assez longtemps, puisqu'il faut savoir que du règne de Ramsès II, qui a duré quand même déjà près de 67 ans, hein, jusqu'à la fin de l'époque ramesside, alors en sachant que
Après le règne de Ramsès III, Ramsès IV, Ramsès V, les choses vont aller en diminuant parce qu'il n'y a plus grand-chose dans les réserves des temples de l'année. Mais on peut dire que finalement, l'arrêt des activités du Ramesséum, ça va se situer à peu près vers la fin de l'époque ramesside, donc aux alentours de 1050 avant notre ère. Donc ce temple-là va être d'abord pillé, très souvent pillé par ceux qui travaillaient à l'intérieur, hein, parce que ceux qui étaient encore à l'intérieur ont été les premiers à se servir. Hein, voilà. Et puis après ça, bien entendu, abandonné. Là, on arrive dans une période de l'histoire égyptienne, si vous voulez, qui est assez sombre, où là, on voit très bien que l'institution royale s'effondre. Elle va devoir être remplacée par une autre dynamique, si vous voulez. Et là, ce sont les prêtres d'un monde en face qui vont prendre le relais et qui vont essayer, comme je vous le disais hier, de mettre de l'ordre un petit peu dans les affaires du royaume. Alors, des monuments comme cela, bien sûr, les cultes sont désaffectés, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Donc on ne peut plus rendre d'hommage à des rois, tout ça, tout est terminé. Alors on va petit à petit récupérer ces édifices-là, y mettre en place une nouvelle administration, mais pour gérer autre chose. Puisqu'il n'y a plus de culte, eh bien on va les utiliser pour en faire des nécropoles. Et là, le clergé d'Amon va mettre la main sur le Ramesséum et va transformer ce monument en une immense nécropole sacerdotale destinée à tous les membres du clergé d'Amon et à leurs familles. Alors c'est là où on va voir des modifications qui vont intervenir dans l'architecture de ces bâtiments. Alors d'abord, le temple lui-même, il est encore en place, entièrement en place. Mais on va récupérer par exemple toutes les chapelles divines, on va les transformer en caveaux, en tombes, on va creuser des puits pour mettre les morts, et puis les chapelles de culte anciennes vont être transformées en chapelles funéraires pour les défunts qui ont été inhumés là. Bon. Et puis après ça, une fois que tout va être rempli à l'intérieur du temple, on va s'intéresser à tout ce qui est les magasins, tout ce qui est autour, et on va réaménager justement tous ces espaces-là pour en faire des tombes. Et là aussi, on va construire, on va modifier, on va utiliser parfois les briques qui sont les briques de Ramsès II pour refaire d'autres murs, pour faire des chapelles en terre crue, etc. Et puis, on va creuser dans les sols, on va y faire des puits, on va y faire des caveaux souterrains. Donc, tout cet espace-là, vous savez que jusqu'à présent, on a compté plus de 250 à 300 puits funéraires dans les lieux, et il y en a certainement beaucoup plus. Hein. Alors, bien entendu, on les prospecte au fur et à mesure. On y trouve ce qu'on y trouve, parce qu'il faut savoir que tout ça a été aussi pillé depuis. Hein, ça a été pillé et repillé parfois, aussi bien par les anciens que par les voyageurs modernes. Mais très souvent, ce qui reste peut nous apporter là aussi des précisions intéressantes, à la fois sur les personnages qui ont été enterrés et les fonctions qu'ils occupaient dans le domaine d'Amon, par exemple à Karnak. Hein. Alors, parfois c'est des petits prêtres, parfois c'est des fils de prêtres, parfois c'est d'autres officiants, des prêtres Wab, des prêtres Seb. Enfin, on a tout un ensemble de personnages, si vous voulez, qui arrivent petit à petit à revoir le jour grâce aux fouilles que nous menons. Mais c'est une autre tranche d'histoire de ce monument. Voilà. Et puis alors après, beaucoup plus tard, là on va arriver vers l'époque gréco-romaine, là où évidemment on aura besoin de matériaux pour construire de nouveaux temples sur la rive gauche. Et là, on va construire les temples divins. Ce ne sont plus des temples royaux, mais des temples divins. Mais on voudra laisser sa marque. Les Ptolémées, comme les empereurs romains, voudront laisser leur marque en tant que pharaon d'Égypte. On va commencer à démanteler, voyez-vous, ces monuments, comme le Ramesséum. Et puis, on va réutiliser les matériaux, comme je vous l'ai montré à Médine Tabou. Donc là, c'est une récupération, voyez-vous, de tous ces biens, finalement, qui vont être transformés. Alors, c'est vrai que ça ampute un beau monument comme celui-ci, mais ça fait partie, finalement, de son histoire aussi. Alors, en tout cas, voyez-vous, c'est au fur et à mesure que nous avançons dans les travaux que nous mettons là, parce que ça fait maintenant 25 ans que nous travaillons sur ce site, eh bien, on est en train de faire quand même renaître un petit peu l'histoire de ce monument, parce que, comme je vous le disais, on était resté dans une idée de temple funéraire qui était un peu sclérosée, il faut bien le dire, hein, c'était une sclérose de la recherche. Eh bien, tous nos travaux ont permis de voir que finalement, ces fameux temples dits funéraires, eh bien, avaient une réalité à la fois cultuelle, certes, mais aussi administrative, économique, et que c'était des monuments qui, en fin de compte, étaient vraiment très représentatifs du pouvoir royal à un moment donné de l'histoire de l'Égypte. Ça va ? C'est très bien. Merci. Alors, si vous voulez, on peut redescendre peut-être par là, si vous voulez voir un petit peu les choses. Les magasins. Les magasins, oui, vous pouvez quand même aller faire un petit tour dans les magasins, si vous voulez, pour avoir une idée. Alors, 5 minutes, hein. Oui, 5 minutes, vraiment. Hein. Les magasins, c'est quand même intéressant, parce que c'est des magasins voûtés.
C'est vraiment les premières voûtes en terre. Hein. Magnifique. Ah, mais ferme, hein? Oui. Ah oui. C'est bien, hein, c'est joli. Oui, c'est bien brodé en plus. Hein. C'est la belle qualité. Oui, c'est très bien. Mabrouk, Ali. Mabrouk. Allez, voilà, on va faire deuxième. Voilà. Mabrouk. Voilà. Très bien. Voilà. Et on a fermé un petit peu là parce qu'on ne voulait pas trop que les liqueurs s'approchent. Ouais, qu'on puisse dégrader un peu le... C'est fragile. Alors ça, c'est justement le secteur maintenant qu'on va reprendre. Voyez-vous, Isabelle, c'est tout ça. C'est tout ça qu'on a à gérer maintenant. Parce que tout le côté sud a été entièrement traité. C'était entièrement fouillé, restauré, valorisé. Là, il nous reste à faire tout ce secteur nord jusqu'au fond et puis après ça, l'ouest. Donc là, c'est des bâtiments importants parce qu'il y avait les magasins, bien sûr, les celliers, les huiles, le miel, les céréales. Donc il faut identifier tous ces quartiers-là. Et puis certainement aussi des officines dans lesquelles on devait préparer les parfums et les baumes, etc. Des jarres de vin aussi. Oui, on a retrouvé des quantités. Hein. Alors les celliers étaient beaucoup plus au fond. Hein. Alors peut-être qu'il y en avait aussi par là, mais ça c'est pas encore fouillé, donc on ne veut pas le dire. Mais en tout cas, on est sûr qu'ils étaient là-bas, les celliers. Ouais. C'est des milliers d'étiquettes de jarres, hein, mais des milliers. C'est beaucoup. Hein. Ben, vous savez, on utilisait quand même à la fois pour le temple, mais il y avait aussi une redistribution vers l'extérieur, hein, pour les fêtes notamment. Hein. Et puis il y avait des échanges entre les temples de millions d'années. Quand certains manquaient de certaines denrées, ben, on a retrouvé ici, à travers des vestiges de bouchons notamment de jarres, on avait du vin qui venait de Séti Ier. Donc à un moment donné, Ramsès II a dû manquer d'huile peut-être finalement dans ses réserves. Eh ben, il y en a qui est venu des domaines de Séti Ier. Donc il y avait des échanges. L'architecture voûtée n'était jamais utilisée dans les temples. La voûte comme ça. C'est plutôt dans les tombes qu'on l'a. Dans les tombes, mais dans les temples, non. Je ne vois pas, non. Mais ça, c'est des exemples de 3000 ans, hein, 3000 ans. Donc c'est exceptionnel. En sachant d'ailleurs que, vous savez, depuis 1826, époque où il y a eu la visite ici d'un dessinateur célèbre, Robert Hay de Limplom, hein, qui a fait de très beaux dessins sur la montagne thébaine et les environs, une vue panoramique sur le Ramesséum. Et apparemment, il avait vu des voûtes qui étaient beaucoup plus bas au niveau de la deuxième cour. Bon, ben, ça n'existe plus aujourd'hui, voyez-vous. Donc ça a complètement disparu. Ce qui veut dire que, voyez-vous, petit à petit, si on ne prend pas soin de cette architecture très fragile, elle disparaît. C'est celle qui nous pose, voyez-vous, de plus gros problèmes, finalement. Parce que, autant la pierre, elle est là. La brique crue, vous savez, quand on a connu des pluies torrentielles, moi j'en ai connu une ici à Thèbes en 1994. Quand on voit les ravages d'une pluie torrentielle, mais c'est quelque chose d'épouvantable, hein, parce qu'on a vu des grêlons d'abord tomber qui étaient gros comme ça, hein, ici, à Luxor. Hein. Puis après ça, une pluie drue pendant des minutes. Ça a duré au moins 3/4 d'heure. Hein. Les sites étaient complètement dans un état déplorable. J'ai dû faire tout, avec les responsables des antiquités, on est allé voir tous les sites, hein, faire une inspection. Vallée des Reines, les tombes étaient noyées pour la plupart. Vallée des Rois, la même chose. Il y avait de l'eau dans la tombe de Toutankhamon, 5 cm d'eau dans la tombe de Toutankhamon. Il y avait de l'eau partout dans les tombes. C'était épouvantable. La tombe d'Horemheb était remplie d'eau. Eh bien, il faut savoir que ici, ce qui était terrible, c'était les murs de briques. Moi, j'ai vu le village, un petit village à côté de chez nous, là, à côté de Malgata, Lesbeth Basili. On a vu les maisons fondre avec la pluie. Elles fondaient. Les gens avaient le temps de sortir les frigidaires, ce qu'ils avaient dans leur maison, pour les mettre sur des collines, mais tout était en train de fondre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que toutes les maisons aujourd'hui sont construites en briques rouges. Hein. Parce qu'ils ont bien vu qu'ils ne recommenceront jamais à construire en briques crues. Donc voilà. Et ici, c'est là où on se dit, s'il y a des pluies torrentielles, ben, quand on est face à des structures antiques comme ça, si elles ne sont pas protégées, elles disparaissent. Donc c'est ce qui fait qu'on est obligé de couvrir, voyez-vous,
dans le même matériau, bien sûr, et avec les mêmes mortiers, bien entendu, mais de quelques assises de briques modernes pour protéger les arases anciennes. Et ça, on l'a fait partout. C'est ce qui s'est passé à Siwa, parce que la terre Oui, était un peu salée. oui. L'ancienne ville de Siwa. Oui, elle a fondu comme de la cire. bien sûr. C'est impressionnant. L'école. Elle était où l'école? Alors l'école, on va la voir, si vous voulez, on va y passer. Et, avant, quand ça a été construit, il protégeait comment? Parce qu'il devait bien y avoir aussi des... Mais il devait y avoir un entretien régulier, vous savez, et là c'est la même chose. De toute façon, quand on est avec de la brique crue, on est obligé de penser à un entretien continuel. Hein, Il n'y avait rien qui protégeait... il y avait des enduits, mais enfin les enduits, ça c'est pareil, hein, ça part. Hein. Monsieur Lebrun, on a vu quand on est venu, vous êtes en train de fouiller un Des petit puits, oui. puits là. Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez avancé dans les... Ah ben ils sont vides, les puits, on les a vus. Ouais, il est super. Allez, on passe par là, et puis on sort par le puits. Vous permet de voir les cuisines, les boulangeries, l'école, brasserie. Donc là, vous aviez par exemple, voyez-vous, un des économas du temple. C'était un endroit où on enregistrait les denrées qui venaient des magasins avant de les redistribuer vers les cuisines et les boulangeries du temple. Hein, on a trouvé une inscription en accord d'ailleurs. Alors évidemment, c'est en rapport avec Ramsès II, le grand de nourriture. En fin de compte, le roi aux amatrices et des pèlerins, on fait bien allusion à la nourriture finalement dans ce domaine. Comme d'ailleurs là au niveau des cuisines et des boulangeries qu'on a pu retrouver entièrement fouillées et mettre en valeur. Voyez-vous, ça c'était les cuisines, les boulangeries et les brasseries du temple. Alors voyez-vous, dans chaque salle, vous avez encore les installations qu'on a pu retrouver au fur et à mesure de nos fouilles. Les petits fourneaux qui étaient, voyez-vous, les petits fourneaux qui étaient au fond des pièces, voyez-vous, avec parfois des petites installations. On a encore les traces, voyez-vous, des seuils de porte, avec les emplacements où il y avait les montants de porte, et puis les crapaudines, si vous voulez, tout ça. Hein, c'est tout à fait intéressant. Donc là encore, avec au fond, voyez-vous, les traces des petits fourneaux. On a pu d'ailleurs même en reconstituer un sur place à partir des fragments qui étaient encore disponibles, voyez-vous. Donc ça, c'était un petit peu les installations qu'on avait dans ces cuisines, et brasseries, et en même temps boulangerie, parce qu'il y avait aussi cuire le pain, fabriquer le pain. Alors vous voyez, c'était des aménagements très propres, hein, c'est-à-dire tout était dallé, c'était avec des petits... Il y avait souvent des petits murs de séparation, voyez-vous, entre la partie des fourneaux et la partie travail, parce que, bon, évidemment, c'était très chaud, donc il fallait peut-être, là, parce que ces parties-là étaient voûtées, mais n'étaient peut-être pas voûtées complètement, et on peut penser que le fond était à l'air libre, parce que ça permettait aux fumées de, ça évitait une pollution, et puis une chaleur, surtout, dans ces pièces, hein. Alors c'est émouvant aussi parfois, voyez-vous, de voir qu'on a encore les traces d'éventails de portes, voyez-vous, qui devaient, à force de ouvrir, fermer, ah, c'est assez amusant, voyez-vous, on a le frottement au sol finalement, voyez-vous, avec les crapaudines, et puis les piliers, parce que c'était avec des montants en pierre, hein, c'est du grès, tout ça, puis des petits frontons, là aussi en pierre, ça a été très très bien aménagé, et des sols en pierre également. Voilà. Et l'eau arrivait comment ici? Là, on avait des porteurs d'eau, on avait tout un service de porteurs d'eau. Il y avait le chef de l'eau, le responsable de l'eau, donc il devait approvisionner le temple en eau. Ça, c'est clair. Hein. Alors l'eau, elle n'était pas très loin parce qu'il y avait quand même les bassins du temple. Le bassin du temple n'était pas très loin. Voilà, pas très loin du port, tout ça. Là, c'était des petits aménagements, voyez-vous, qui étaient au niveau du sol. Parce qu'il faut bien vous imaginer qu'on est à l'époque pharaonique, donc les femmes ou les hommes, quand ils travaillaient accroupis. Hein. Ils n'étaient pas sur parfois les petits tabourets en terre qu'ils avaient, bien sûr. Mais très souvent, le travail se faisait pratiquement au niveau du sol. Hein, voilà. Donc ça, c'est tout un ensemble de bâtiments, voyez-vous, qu'on a entièrement fouillés, restaurés, et puis maintenant, qui sont aussi... visitables par les visiteurs. Vous avez remonté tous ces murs ou ils existaient? Alors ils existaient, mais on les a très souvent remontés sur quelques assises pour protéger justement les parties anciennes. Alors voyez-vous, les parties anciennes, très souvent on les voit, et puis tout ce qui est dessus, c'est finalement des parties restituées pour protéger. Voyez-vous, on voit très bien, il y a toujours, on a une volonté de découpe, voyez-vous, un petit peu comme ça, pour bien voir l'ancien par rapport à ce qui est ajouté. Hein. C'est cartographié. Hein. Ah, mais alors là, ça c'est intéressant, parce que voyez-vous, ça montre que ce temple, finalement, de Ramsès II, était toujours en occupation à l'époque de Ramsès III,
Et en fin de compte, Ramsès III a fait lui-même aussi, quand il est venu s'installer là, avant d'avoir peut-être son propre dans une d'années, il a fait des restaurations, et puis il a modernisé un petit peu les lieux. Et donc il a mis son protocole. Donc là, en fin de compte, c'est Or Nefer, donc que vive le Dieu parfait, le maître des deux terres, Mériamon. Donc c'est le cartouche de Ramsès III que vous avez ici, finalement, le fils de Ré, le seigneur des couronnes, et puis avec son nom de couronnement. Et puis voilà, et puis aimé comme Ré, voilà. Donc c'est clair que c'est Ramsès III. Donc ça veut dire que finalement, après le règne de Ramsès II, on a du Ramsès III. Voilà. Dans les cuisines du Ramsès II. C'est marrant ça dans les. Ça veut dire que ça existait là. Et on comprend que, vous savez, les fameux artisans de Déraminé, quand je vous dis en l'an 29, ils viennent manifester aux portes du temple. C'est à la porte sud qu'ils sont. Ici, à côté des cuisines et des boulangeries. Donc ils savaient très bien où ils chercher évidemment leur nourriture. Leur galette. Merci Mona. Bravo. Et là, voyez-vous, on est en train de remettre en place petit à petit tous ces espaces-là vont permettre de compléter le plan du temple. Ça, c'est tous ces côtés-là. Voyez-vous, tout ça, c'est de la restauration. Ce qu'on est en train de mettre, il faut bien compléter tout le plan du temple en fonction de tout ce qu'on a pu détecter sur le. Des caméras, là. Oui, oui, bien sûr, oui, c'est la caméra de surveillance. Ils en ont vu partout. Toujours. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui me demandait l'école, elle est là, l'école. Hein. Ouais. Voilà, le père Or, la maison de vie, elle est là. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fouillé en 2002. Ça remonte déjà quelques années. Mais enfin, c'était quand même un très beau chantier, l'école. J'étais ravi de retrouver l'école parce que je savais qu'elle existait, mais je ne savais pas où elle était. Ben oui, parce qu'on avait, à travers les tombes thébaines, les professeurs qui avaient enseigné ici. Les scribes, ce qu'on appelle les scribes du père An, les scribes de la maison de vie, du Ramesséum. Alors, ce qui veut dire qu'il y avait une maison de vie au Ramesséum, s'il y a des scribes du père An du Ramesséum. Mais où est la maison de vie au Ramesséum? Il a fallu la trouver. Et c'est là, en fouillant, voyez-vous, toute cette zone-là, que j'ai vu apparaître au sol des ostracas, qui étaient des exercices d'écriture d'enfants. Et c'est là où je me suis dit, là, on est dans un milieu scolaire. C'est l'école du Ramesséum. Et ça s'est confirmé parce que j'ai retrouvé les quantités. On a retrouvé plus de 250, 300 ostracas. Alors des sagesses, des fragments de sagesse, des études de sculpture, de dessin. Ça a été fabuleux. Là, je veux dire qu'à partir de là, on a bien vu qu'on était bien sur un lieu d'enseignement. Voilà. Et ils sont où? Au musée? Et ils sont dans des magasins. Ils sont dans des magasins. Oui, et puis on est en train de préparer la publication de cette école. Alors voilà le panneau justement qui va avec l'école, voyez-vous. Alors voilà, vous avez un certain Amenouassou ici, voyez-vous, propriétaire de la tombe Sens de la nécropole de Cherab El Ouana. Eh bien cet Amenouassou était scribe du père An du Ramesséum. Voilà. Ça c'est des pièces, voyez-vous, qu'on a retrouvées dans le contexte de l'école. Ça c'était un début d'enseignement d'Amenouassou Ier à son fils. C'est intéressant. On apprenait des sagesses aux enfants, voyez-vous. C'est intéressant. Non, comme ça. Là, c'est du hiératique. Hein, c'est comme ça. Voyez-vous, c'est comment ça, c'est le Hat Sebaït. C'est le début de l'enseignement. Voilà, le début d'enseignement. Voilà. Et alors avec Thoth, qui était le patron, évidemment, des écoles. Voilà. Diodore nous parlait d'un tombeau de Zimandias. Où est ce tombeau de Zimandias à Thèbes? Trouvé. Bon. C'est vrai, on a tendance à les mettre ensemble tous les deux, mais il y a un véritable coadjument, l'autre est le jumeau, mais lui il est resté avec le fils 3. Voilà. Je vous en parlais du petit De Villiers tout à l'heure. C'était le plus jeune membre de l'expédition des Juifs. Zayak. Oui, c'est pas mal, mon ami. Voilà. Très bien. Ça, c'est plus que l'aménagement que j'avais fait l'année dernière. Ça peut présenter un petit peu tous ces blocs qui étaient un peu éparpillés. Ah ouais. J'ai voulu les rassembler là. Vous êtes parti d'un pylône? Oh, ils font partie des murs, même du deuxième pylône. Le deuxième pylône, oui. Oui, parce qu'il y a des éléments de la bataille de Kadèche, des éléments des fêtes des mines. Et puis là, alors ça, c'est un bloc qui provient plutôt du temple de Tuy. Mais il est très intéressant parce que
on a là le père et la mère de Toui, la mère de Ramsès II. C'est-à-dire que c'est le grand-père et la grand-mère de Ramsès II. Ah oui. Intéressant. C'est émouvant, oui. Ah oui, oui. Ah oui. On a, ça s'appelait Raya et Rouya. Rouya. C'est pas moi la Non, mais, Bible. tu te rends compte la Bible? La mère de la mère royale. C'est le grand-père et la grand-mère de Ramsès II. Ah, c'est le père et la mère de Toui. De Toui, la mère de Ramsès II. Ah. Oui. Donc c'est les grands-parents maternels de Ramsès II. Maternelle. C'est créé au Moutsout. Non, c'est Raya et Rouya. C'était un personnage qui avait un poste dans les attelages du roi. Super. Et puis elle, qui est représentée là, vous voyez, elle est bien, c'est la Moutnessout, c'est-à-dire la mère de la mère royale. Mère de la mère Moutnessout. Voilà, oui, oui. Grand-mère. Et lui était en fait le père de la mère, de la mère royale. C'est ça qui est intéressant. Hein? C'est intéressant quand même, hein? Ah oui. Le grand-père et la grand-mère de Ramsès II. Passer devant un bloc pareil, ne pas s'y arrêter, c'est unique. Tu les retrouveras nulle part ailleurs, la Bible. C'est le seul bloc qui les montre. Alors, Mais je sais qu'il y en a 150. mais tu ne verras pas deux fois le grand-père et la grand-mère de Ramsès II. Bon. Tu vois que ça fait quoi? Tamam? Tamam?